cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amosso. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La page des sports avec vous, c'est Tondé-Larios Adjabouenon. Bonjour à vous. Oui, bonjour Atifa. On démarre avec vous, Quentin Amosso. Wilfried Léandre Rumbedji, le porte-parole du gouvernement, a fait des clarifications sur les propos mensongers sur sa personne. Effectivement, c'était au détour de l'atelier de formation et de réflexion pour les jeunes sur les valeurs citoyennes organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix IAJPCO le vendredi 16 septembre 2024. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji a fait des clarifications sur les propos mensongers sur sa personne. Pour lui, son honnêteté est irréprochable. Suivons-le au micro de Anel Dou. On est ainsi. Tout le monde n'a pas le devoir d'être ainsi, mais moi, pour la projection que j'ai toujours faite de ma vie et de mon parcours, je me suis imposé des exigences. J'ai fait 20 ans de journalisme. 20 ans de journalisme politique. Et je peux vous le dire, la main sur le cœur, je mets au défi. Il n'y a pas un homme politique béninois qui dirait « J'ai donné 100 000 francs à Wilfried pour écrire pour moi » ou « Je lui ai donné 100 000 pour écrire contre mon ennemi ». Il n'y en a pas. Et tous, ils m'ont toujours respecté, sauf aujourd'hui. Je suis honnête, je le revendique. Et c'est pour ça que parfois, quand on lit des choses, on entend certaines choses, on peut être frustré. Et parfois, on se dit, mais ceux qui nous connaissent, ils pensent que du jour au lendemain, on a pu changer, on est devenu le contraire de ce qu'on a toujours été, ce qu'on a toujours prôné. Pour le Bénin, en tout cas, moi, je donnerai ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, au-delà de ce qui se répand, ce qui se raconte sur les réseaux, le jour où je serai mort, si vous vous réunissez, vous dites, bon, il a quand même un peu aimé le Bénin, il s'est donné, il mériterait qu'on mette le drapeau sur son cercueil, je serai le plus heureux parmi les autres là-bas. Je ne demande pas plus. J'ai été journaliste. Et j'ai été un journaliste généralement critique, mais honnête et intègre. Aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. Je suis un serviteur de la République à un autre niveau et ça n'a rien enlevé à mon intégrité, à mon honnêteté. Rien. Mais il y a beaucoup qui m'ont connu journaliste et qui pensent que le porte-parole du gouvernement, quand il vient à la télévision, il doit faire de l'analyse politique. Il doit dire, le gouvernement auquel j'appartiens a pris telle décision qui ne me semble pas tout à fait juste, tout à fait opportune. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on a pris telle décision. Je peux vous dire la main sur le cœur. Depuis bientôt 8 ans que je suis aux côtés du président Patrice Talon, je m'occupe de gérer mon salaire et pas plus que ça. Je n'ai pas une entreprise qui capte des marchés. Il n'y a aucun directeur de société publique ou privée qui va vous dire que Wilfried est venu négocier un marché. Il n'y en a pas. Je ne gère pas de budget où on va dire il a volé. Comment je peux avoir volé pour être en train de mettre 300 millions dans une maison à Fijinocé avec piscine et jardin que vous avez vu? Mon fils, quand il a vu m'envoyer, il dit, papa, on dirait que je n'ai pas vécu dans la même maison. Je dis, laisse-les. Il dit, oh, je savais que tu vas banaliser. Yo, laisse-les.
grand bien leur fasse. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, fait le bilan des réformes dans le secteur de la santé. Suivez dans cette capsule vidéo le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui à travers une émission spéciale expose les différentes réformes opérées en 8 ans de gestion pour faciliter l'accès à la santé aux citoyens béninois. Un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Gandior de la Radio Nationale et Angèle Toboula de E-Télé. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur nos plateformes. La santé, pour en parler, il faut la voir sous 2 angles. La santé au niveau du secteur public et du secteur privé, parce que la moitié des populations sont soignées par le secteur public et l'autre moitié par le secteur privé. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. Les populations n'avaient pas accès aux soins de santé de manière continue en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. C'est pour ça que, dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes qui ont permis de limiter ou bien d'enrayer, contrairement au passé, ces grèves. En effet, un dialogue social constructif et permanent a été instauré par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Et de plus, dans ce dialogue, à travers ce dialogue, l'ensemble, quasiment la totalité des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldée, disons résolue totalement. De notre point de vue, dans le secteur public, il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. C'était également un problème. Et c'est pour ça que depuis 2016, le gouvernement a mis en place un programme pour que nous puissions mener des campagnes intensives de chirurgie foraine accompagnées par les partenaires techniques et financiers privés au niveau local. Ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays. Pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Et évidemment, nous avons un peu le côté, disons, social. Comme vous le savez, il y avait des mesures de gratuité qui existaient avant 2016, notamment en ce qui concerne le paludisme et la césarienne. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité, mais a intensifié ces programmes pour permettre aux populations d'avoir des soins. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Dans le secteur privé, excusez-moi du peu, mais il régnait une véritable anarchie. Des infrastructures totalement insalubres, tenues par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une institution de formation en sciences de la santé, étaient présents et donnaient la mort à ciel ouvert. Et conscient du fait que ce désastre ne pourrait pas continuer, le gouvernement a entrepris donc une lutte implacable pour fermer ces structures de santé totalement illégales et déférer devant les juridictions compétentes les auteurs qui les cautionnaient ou les ouvraient. Aujourd'hui, le secteur privé est quasiment totalement assaini, mais c'est une lutte permanente que nous continuons de mener. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'il y avait en 2016 et les actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour faire en sorte que les populations puissent avoir justement la disponibilité de soins, mais surtout la disponibilité de soins de qualité. Alors, vous avez parlé de pagaille pour désigner ce qui se faisait dans le secteur public, d'anarchie pour ce qui concerne le privé. Quelles sont ces balises-là que vous mettez surtout en place pour
pour qu'on ne retombe pas dans des travers, parce que, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, il y a toujours des gens qui essayent de contourner. La première chose et la plus importante, c'est que l'ensemble des réformes du secteur de la santé ont été bâties sur un socle solide, c'est-à-dire des dispositions législatives et réglementaires, qui permettent que n'importe quel quidam ne vienne pour remettre en cause totalement l'ordre établi. La deuxième chose fondamentale, c'est que nous avons mis en place derrière. Vous savez, l'être humain, il a besoin un peu d'être surveillé. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un dispositif, notamment à travers la cellule de contrôle et d'inspection des structures de santé, qui couvre aussi bien le secteur public que le secteur privé, pour s'assurer qu'au quotidien, ces travers ne reviennent pas dans le secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, un dialogue constructif et permanent est établi avec les partenaires sociaux. Des citoyens commentent l'exonération des droits et taxes douanes sur les intrants composant le kit de dialyse. En effet, à sa séance du Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024, le gouvernement béninois a adopté le projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. À cet effet, au micro de Nancine Fatombi et Francis Fahami, quelques citoyens commentent cette décision qui se veut salutaire et exhortent le gouvernement à faire beaucoup mieux. Vraiment, c'est salutaire parce que je regrette toujours que nous sommes dans un pays où on n'apprécie pas toujours ce qu'on fait de bien. Il faut remercier légèrement un peu le gouvernement qui a vraiment allégé un peu la peine de nos dialysés. Mais le gouvernement a parlé du retournement social. Retournement social. Un gouvernement qui a parlé d'un retournement social à un malade, ce qui veut dire c'est 100%. Nos frères qui sont dialysés, on doit les prendre en charge 100%. Je dirais que mon gouvernement a fait quelque chose. Et je dirais que le gouvernement peut faire mieux, parce que ces dialyses-là, c'est des gens qui souffrent beaucoup et il y a des morts parmi eux. Depuis la suppression où on a mis un peu gratuit sur l'autre régime, nous avons constaté beaucoup de morts dans ce monde-là. Il y a beaucoup de morts. Nous on a crié ici, on a dit, bon, on a conseillé au gouvernement. Mais le gouvernement réagit tardivement. Sur le problème, les kits de dialyse là, c'est à quel pourcentage? Il faut savoir le coût. C'est le coût qu'il faut savoir pour voir si ça répercute sur ces genres de produits. Sinon, faut pas qu'on nous parle de coûts de douane et qu'après, on saura que c'est autre chose. Pas facile à un dialysé personnel de supporter cette maladie-là. Parce que ce n'est pas facile. Un dialysé, c'est 100% que l'État béninois doit le prendre en compte. Sinon, quand on dit qu'on diminue quelque chose, c'est bon, hein, ils ont fait de leur mieux. Mais pour nous, les populations de la rue, nous demandons au président Patrice Talon, chef de l'État, le chef de son gouvernement et premier magistrat, chef suprême des armées, pourquoi pas de faire ça à 100% pour que les dialysés puissent sentir que oui, ils sont vraiment béninois et ils sont heureux sous le régime du président Talon. Arrestation des prostituées à Cotonou et Parakou, quelques citoyens se prononcent. Le plus vieux, autant pour moi, métier au monde, rencontre quelques difficultés dans le 12e arrondissement de Cotonou et également à Parakou. Selon une information rapportée par BIP Radio,
Plusieurs travailleuses de CES ont été interpellées au cours de cette dernière nuit. Il s'agirait, j'allais dire, selon le média, d'une opération qui a démarré depuis 2 semaines. La police aurait pour objectif d'empêcher ces professionnels de CES de rester sur les grandes voies du 12e arrondissement, mais également celles de Parakou. Des citoyens commentent ces interpellations au micro de Francis Fahmy. Vous savez, cette histoire de prostituées de rue là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut mettre fin à ça. C'est ce que nous demandons à la police. Prostituées de rue, avec les pathologies d'aujourd'hui, les maladies virales, telles que la variole de singe, qui est une pathologie transmise par les relations sexuelles désordonnées, qu'on mette fin à ça. C'est trop. Avant, c'était un peu... Aujourd'hui, c'est les Béninois qui ont rentré dedans. Ce n'est plus les gens du Nigeria. Aujourd'hui, vous ne verrez plus les Ghanéennes. Tous sont rentrés. Aujourd'hui, c'est le Nigeria et le Bénin. C'est nos filles du Nigeria et nos filles du Bénin qui font ce travail. Les belles de nuit qui servent à quelque chose dans n'importe quel pays. Moi, j'aurais préféré, en tant que citoyen lambda, qu'on régularise peut-être la situation de les voir au bord de la route. Peut-être c'est au bord de la route qui n'est pas quelque chose de très bien qu'il faut encourager. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour légaliser, pour pouvoir les recenser. Je ne sais pas comment on peut contrôler la prostitution. On ne sait même pas qui est-ce qui est prostitué, qui n'est pas. C'est ceux qui restent au bord de la voie, ou bien qui? Je me dis, peut-être le gouvernement a un plan derrière. Mais je dis, il faut que ce plan-là leur soit favorable pour qu'on ne nous dise pas que c'est la disparition totale de ces belles femmes de nuit. Elle n'est pas bonne. Il y a des citoyens béninois, il y a des étrangers. Agosi tomembo wa bo wa yobo bo wa Bénin. Mais à Djamba ni sunu yono julo agaleto Djamba. C'est parce qu'elle reste au bord de la voie ou bien au bord de la rue que on les interdit ça. Et ceux qui ne restent pas là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est ça qui est. Est-ce que c'est la prostitution qui est interdite, qu'on veut interdire, ou bien c'est les prostituées qui restent au bord de la voie qu'on veut interdire? Je veux que le gouvernement, le chef de l'État nous donne des clarifications. Parce que moi, c'est ça que je veux comprendre. Même dans les grands pays les plus développés, c'est légal. On a légalisé ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si sadique que ça. On parle à présent de la célébration du Bakatoé. 2 semaines après Épé, les minants de Anéro et du Bénin ont célébré Bakatoé, leur fête identitaire, le 14 septembre. Une célébration marquée par le message du Nana Anne Aniko, 15 rois des minants, avec le soutien des autorités togolaises, suivis en direct par les minants de Cotonou. Kales Kitome pour le reportage. Que la bénédiction des ancêtres continue à veiller sur nous et que cette bénédiction jaillisse sur tous les peuples du monde, sur le peuple de Dahomey, du roi Béhanzin. À Cotonou, comme à Agoué, les minants du Bénin, à l'instar de leurs frères du Togo, ont marqué d'une pierre blanche la date du 14 septembre 2024, jour du Bakatoé, fête identitaire des minants. Une célébration placée sous le signe de l'unité. Le thème de cette année est une invitation à revisiter notre histoire, à contempler l'héritage légué par nos prédécesseurs. Ce symbole d'intégration que représente notre ville d'Anéro n'est pas un fruit du hasard. Il s'agit d'une œuvre bâtie sur du rare. Peu connu au Bénin, le Bakatoé prend déjà de l'ampleur au Togo avec le soutien des autorités. La fête identitaire qui nous réunit ce jour est la preuve palpable de votre désir de faire reconnaître votre histoire, celle du peuplement de votre localité.
Aussi, son instauration marque-t-elle l'expression de votre connaissance en un seul patriarche nommé Kwame-Dessous? C'est enfin la marque de la recherche permanente de la paix et de la quiétude avec votre entourage. Vous comprenez donc que cette 7e édition de la fête identitaire des Mina constitue une véritable restitution de l'histoire qu'il faudra s'approprier. Célébré 2 semaines après la prise de la pierre sacrée à Glidi, le Bakatoé 2024 invite elle aussi à la paix et à la tolérance. La signification du Bakatoé à présent. Depuis Anéhor Kouakouvi, depuis Anéhor Kouakouvi Magloire, un conseiller du Conseil du trône Adigo et allié a défini Bakatoé. Des propos recueillis par Kales Kitoumé. Le Bakatoé, c'est l'ouverture de la mer à l'embouchure. La mer s'est ouverte en langue fanti. Mais à Elmina, ça se passe une fois par an. Le fleuve qu'on appelle Benya, qui veut dire j'ai trouvé de l'eau en langue fanti, rentre en mer une fois par an et l'ouverture se fait automatiquement. C'est ça la signification de Bakatoé. C'est une fête de reconnaissance aux divinités et aux entités protectrices de la ville, parce que après avoir découvert l'eau qui est sous le vocable Benya, ça s'est transformé en une entité protectrice féminine du nom de Benya Itu, qui a demandé à patronner toutes les divinités à Elmina et a demandé qu'une fois par an, on se rassemble pour lui adresser les suppliques et pour qu'elle puisse aider la population. Et c'est le premier mardi du mois de juillet, là-bas. Étant donné que la fête de Pekpe tourne toutes les 13 lunes, nous ne pouvons pas ramener le premier mardi de juillet de manière fixe. C'est pour ça que, après avoir réfléchi, nous avons placé notre fête de Bakatoé au deuxième samedi qui suit la prise de la pierre sacrée à Avekbacho, à Glidji. Suivons à présent des citoyens qui commentent la décision de dotation d'un passeport biométrique au sein de l'AES. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les 3 pays membres de l'Alliance pour le Sahel, l'AES, ont annoncé la mise en place prochaine d'un passeport biométrique. L'annonce a été faite dimanche à la veille du premier anniversaire de la création de l'AES par le chef de la junte malienne, par ailleurs président en exercice de cette structure. Selon le colonel Assimi Goïta, la mise en circulation de ce nouveau passeport biométrique a pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans l'espace commun à l'AES. Quelques citoyens béninois commentent cette décision au micro de Nancine Fatoumbi et Francis Fahami. Ce sont nos frères, les pays de l'AES, bon, on ne leur souhaite pas de difficultés quand même. C'est une bonne chose. C'est une bonne décision. Est-ce que la décision de la CEDEAO qui parle de libre circulation et des personnes, des biens, comment ils ont réglé ça, ces 3 pays-là? Nous allons leur souhaiter seulement une bonne chance de faire ce qu'ils veulent de la AES. Nous qui sommes de la CEDEAO, nous aussi, si la CEDEAO aussi décide de faire quelque chose pour ceux de la CEDEAO, nous allons le faire, c'est nos frères. Nous n'allons pas les jeter. On peut ou pas, nous allons toujours parler avec eux, nous allons toujours communier avec eux. Entre eux, il n'y a pas de problème. Entre les pays de l'AES, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a certains pays de la CEDEAO qui peuvent avoir des difficultés. Parce que les imposer entrée de visa. Voilà les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Là, ça dépend de comment les relations bilatérales maintenant. C'est ça qui va peser beaucoup plus. Ceux-là ont décidé aujourd'hui, d'avoir leur propre monnaie. Les pays du Sahel ont décidé d'avoir leur propre monnaie.
d'avoir aussi une libre circulation des personnes et les biens concernant leur pays. Et ils ont demandé même, ils sont allés loin pour avoir un passeport biométrique. C'est salutaire. Et je voudrais que les chefs d'État africains puissent comprendre leurs idéologies. Aujourd'hui, tel que les choses se lisent, c'est comme si, s'ils se retrouvent à 3, la CEDEAO va prendre les mesures contre eux. La circulation des personnes et des biens que nous appelons en français ECOWAS, ça devient quoi chez eux? Parce que c'est un rassemblement de l'Afrique francophone, ou c'est même pas quoi, qui amène ECOWAS. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, eux, avec leur passeport biométrique, avec ceci? Ça profite de la population que nous sommes. En quoi? Hors de nos frontières au Gabon, Ali Bongo renonce à sa vie politique. Dans une lettre ouverte diffusée mercredi 18 septembre au soir par ses avocats, l'ex-président gabonais Ali Bongo demande à ses compatriotes de ne pas céder à l'esprit de vengeance contre sa femme et son fils détenus depuis le coup d'État. Il annonce également son retrait de la vie politique. Il reconnaît aussi les insuffisances de ses différents mandats et s'en présente comme le seul responsable. Pour rappel, Ali Bongo a été renversé par coup d'État en août 2023. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Setondé Larios à Diaguenon juste après ceci.